Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui pour le cours d'optoélectronique, nous allons parler de la physique de la lumière. Alors accrochez-vous à vos chaussettes, ça commence maintenant. Et oui, pour la physique de la lumière, il faut définir d'abord la nature de celle-ci. Alors qu'est-ce que la lumière? Pendant très longtemps, comme pour la lasagne institutionnelle belge, les scientifiques, physiciens, chimistes, mathématiciens, mais surtout physiciens évidemment, ont eu énormément de mal à se mettre d'accord. Le premier qui a essayé de définir les choses, c'est notre ami Isaac Newton. En effet, après s'être pris des pommes sur ce qui lui a permis quand même de déterminer et de définir ce qu'étaient les forces de gravité, il s'est penché sur les problèmes de lumière et il a déterminé que celle-ci était sous forme d'un corpuscule, donc d'une petite bille, qui était émise à très grande vitesse par une toute source lumineuse. Cette bille étant d'une légèreté infinie. Alors ensuite, un siècle plus tard, nous avons Augustin Fresnel qui reprend l'idée d'un contemporain de Newton qui s'appelle Huygens, Christian Huygens. C'était deux physiciens. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre en place une théorie nouvelle qui consiste à dire que la lumière n'est pas un petit corpuscule à grande vitesse comme l'a défini Newton, mais plutôt une vibration. Donc là, on a déjà l'idée d'un aspect ondulatoire. C'est une vibration qui serait comparable à la petite vaguelette que vous avez quand vous lancez une pierre dans l'eau. Donc l'eau fait transmettre transmet en sa surface des petites vaguelettes quand vous venez la gêner. Et bien la lumière, ce serait la même chose d'après Fresnel, qui je vous dis reprend l'idée de Huygens qui avait constaté certains défauts de la lumière qui traverse un prisme. Alors, un demi-siècle plus tard, James Maxwell, un autre physicien, probablement des plus grands génies de son temps, puisqu'il a, d'un point de vue théorique, c'est lui qui a mis en place toute la théorie de l'électromagnétisme, chez aux électroniciens et surtout électrotechniciens. Cette théorie permettait d'englober également la théorie de la lumière en mettant en évidence que la lumière a la même vitesse qu'une onde électromagnétique ou électrique. Enfin, électrique et magnétique ou lumineuse. Donc, il a mis en évidence que les trois avaient les mêmes qualités. Donc, renforçait la théorie ondulatoire, et là on utilise vraiment le terme ondulatoire dans son cas, de la lumière. Alors, le, cette théorie a été renforcée encore un peu plus tard par Heinrich Hertz, un autre physicien, puisque entre physiciens ils s'entendent tous très bien, puisque c'est toujours eux qui mettent en évidence des nouveautés. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'en plus, il met en place la théorie de la photoélectricité, on a vu un peu plus haut. Donc, on a dû admettre à ce moment-là que, suivant les cas, bah, des fois, la lumière doit se comporter comme un corpuscule, des fois, elle se comporte comme une onde, en fonction de l'application que l'on a à mettre en œuvre. Alors, ce n'est qu'une cinquantaine d'années plus tard que Alléluia notre ami Louis de Broglie, donc, et on dit bien de Broglie et non de Broglie, puisque ça s'écrit de Broglie, mais on dit de Broglie, c'était un physicien d'origine noble, qui en 1922 a émis une hypothèse. Il dit en fait que la lumière est une association entre une onde et un corpuscule. Et donc que ce corpuscule se déplace suivant une onde. On lui donnera un prix Nobel pour ce résumé, on va dire.
Prix Nobel qui est, il est amusant de soulever que en fait c'est assez comparable, sa théorie est tout à fait comparable puisqu'il retourne il retourne la formule d'Einstein pour mettre en évidence sa théorie. Einstein, on lui avait déjà donné le prix Nobel 20 ans plus tôt sur base de cette théorie-là. C'est amusant. Bref, toujours est-il que qu'est-ce qu'il met en évidence, qu'est-ce qu'il détermine par sa toute nouvelle théorie de la mécanique dite ondulatoire, c'est qu'une onde électromagnétique est une onde porteuse et en chaque point de laquelle on peut trouver une particule. Donc il existe une probabilité non nulle de trouver une particule de lumière, appelée photon, sur cette onde électromagnétique. Donc pour résumer, la lumière a deux natures. La première, elle est de nature électromagnétique. Donc il y a des propriétés d'onde, réflexion, réfraction, diffraction, interférence, polarisation. Donc là, on intervient dans le cadre des ondes. On a un aspect ondulatoire. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect corpusculaire, où elle est composée de particules élémentaires d'énergie appelées photons. Donc maintenant, petit rappel de ce que nous avons vu en première, c'est qu'on avait défini, d'un point de vue schématique, suivant le modèle de Bohr, un atome comme étant un noyau électriquement positif, autour duquel gravitait un nuage d'électrons, dont le nombre dépendait du nombre de protons qu'on avait dans le noyau, et que ces éléments étaient répartis sur chaque couche de manière définie. Donc les couches, vous retrouvez un certain nombre d'électrons sur la première couche, hein, c'était 2, puis 8, donc 2n carré, hein, sur la deuxième couche, vous aviez 8 électrons, et ainsi de suite. Plus vous amenez d'énergie sous forme lumineuse, sous forme de chaleur ou sous forme électrique, champ électrique, champ électromagnétique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces électrons vont changer d'état, on leur amène l'énergie, donc ils changent de... Euh, euh, il change d'orbite. Okay, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est comme on lui a amené plus d'énergie, il disparaît, il déséquilibre une des couches, et on va devoir combler ce trou par le même électron ou par un électron annexe, hein, qu'on va trouver, qu'on va capter ailleurs. Ce changement d'état d'une couche à l'autre, donc d'une couche plus élevée à une couche inférieure, va faire que on va capter cet électron, il va y avoir une énergie qui va être dégagée sous forme d'un photon, et qui dépendra, ce photon, cette énergie, dépendra de la couche sur laquelle on se trouve. Donc ces couches étant définies, elles sont sur un niveau dit discret, donc chaque couche a une valeur spécifique d'énergie photonique, hein, d'énergie qui peut être définie, qui est nivelée. Chaque fois qu'un électron sera capturé, il va donc perdre en énergie, il va perdre cette énergie sous forme photonique, donc sous forme d'un photon qui est émis à une certaine vibration, à une certaine fréquence. C'est pourquoi quand vous amenez assez d'énergie à du cuivre, ben vous allez avoir un dégagement coloré plutôt tendant vers le vert ou le bleu. Quand vous allez amener assez d'énergie à du calcium, vous allez obtenir une couleur qui sera plutôt dans le rouge orangé. Le potassium plutôt dans le mauve, etc. etc. L'application la plus simple a été inventée par nos amis chinois. C'est quoi? C'est le feu d'artifice. Lorsque votre poudre à canon dans vos petites fusées s'enflamme, si vous voulez une fusée qui va tendre dans le rouge, vous allez mettre du lithium ou du strontium. Si vous voulez que ça tende dans le vert ou dans le bleu, vous allez mettre du cuivre. Et si vous voulez que ça tende vers le violet, vous allez mettre du potassium. Le magnésium étant réservé au blanc. Là, grâce à tout cet aspect purement corpusculaire, purement énergétique,
vous pouvez expliquer les différentes couleurs du spectre. Donc maintenant, sous forme ondulatoire, la lumière se comporte comme une onde électromagnétique dont le champ magnétique et le champ électrique sont perpendiculaires, comme nous l'avons vu avec la règle des trois doigts. Donc le champ magnétique, le champ électrique, la direction de l'onde électromagnétique. Ok, champ électrique, champ magnétique, champ électrique, ou courant, c'est la même chose, et la direction. Ces éléments, donc, sont en phase et sinusoïdaux. Ils se déplacent donc perpendiculairement aux lignes de force magnétique et électrique. Alors depuis le siècle de Périclès, c'est-à-dire il y a très longtemps, on essaie de mesurer cette vitesse de cette onde électromagnétique de manière assez précise. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents dessus, des gens comme Galilée, comme Foucault, etc. Enfin, cassés les dents, ils sont quand même arrivés à des résultats qui étaient assez proches de la réalité. La vitesse réelle est mesurée grâce à des moyens techniques dans les années 70, grâce à des moyens techniques de laser, par interférométrie. On est arrivé à mesurer la vitesse de la lumière, qu'on a définie comme c, à 299 792 458 mètres par seconde. On va arrondir 300 000 km secondes. Cette valeur a été d'ailleurs utilisée pour redéfinir le mètre comme étant la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur 299 792 458 secondes. La vitesse de la lumière dans le vide est ainsi 2,997, etc., etc., 10 exposant au 8 mètres par seconde. Donc tout ça, c'est dans le vide, évidemment. Cette vitesse, elle va varier en fonction du milieu à travers lequel passe la lumière. Donc, si on considère le vide comme étant une référence A, V, la vitesse de la lumière dans le milieu étudié, est égale à C, la vitesse dans le vide qui est la référentielle, divisé par N, qui est l'indice dit de réfraction du milieu, et qui nous donne donc le ralentissement de la lumière que l'on va avoir quand elle va traverser à travers ce fameux milieu étudié. Donc si on prend l'air, c'est 1,003, donc c'est assez proche finalement du vide à 3 pour 1000 près. Dans l'eau, c'est 1,33. Dans le verre, c'est 1,5. Le verre, hein, pas les verres synthétiques comme ceux des lunettes en plastique, hein, qui sont en polycarbonate. Et le silicium, 3,4. Donc les ondes électromagnétiques vont pouvoir être caractérisées par deux choses, par la fréquence et par la période. La fréquence de l'onde électromagnétique étant la même que la fréquence du champ électrique et du champ magnétique. Tandis que la longueur d'onde, ce sera quoi? Ce sera le trajet parcouru par cette onde pendant une période d'oscillation t. Donc le t, la période, étant l'inverse de la fréquence. Donc pour résumer ici, on a notre longueur d'onde lambda 0 dans le vide. Hein, donc le 0, ça veut dire dans le vide. On a notre vitesse de la lumière dans le vide, définie comme c, et nu, la fréquence de l'onde. Le tout est exprimé en mètres. Donc si vous reprenez la répartition du spectre, vous avez toutes les ondes radio, hein, AM avec les grandes ondes, les ondes moyennes, les ondes courtes, la FM, puis que vous prenez ensuite les micro-ondes, puis vous allez aller dans les infrarouges, le spectre visible, les UV, les rayons X, les rayons gamma. Donc on considère que le spectre du visible s'étend de 550 nanomètres, qui est l'onde médiane, qui est l'onde à laquelle on a l'œil la partie la plus sensible au niveau de l'œil. Et cette 550, on enlève 30%, on ajoute 30%. On obtient donc 380 à 780,
nanomètres, ça c'est le spectre dit du visible. On parle de spectre visible donc de 380 à 780. Par contre, quand on intègre les UV, le spectre des UV, donc des ultraviolets et des infrarouges, là on parle alors de spectre optique, qui est le spectre qui est utilisé dans toutes les applications dites et qui touchent à la lumière. Bon, ces ondes lumineuses, elles ont des propriétés, elles sont au nombre de 4. Il y en a une qui s'appelle la réflexion, la deuxième la réfraction, la troisième la diffraction et la quatrième la polarisation. On définit que s'il y a réflexion, c'est quoi? C'est une onde lumineuse qui touche une surface réfléchissante, donc un miroir, suivant un angle d'incidence θ, eh bien, elle est renvoyée avec le même angle, mais à la normale de la surface. Donc, si vous prenez un angle droit par rapport à la surface, vous prenez un angle droit ici par rapport à la surface. Si vous avez un rayon incident qui arrive avec un angle θ, s'il y a réflexion, eh bien, cet angle θ sera opposé, l'angle θ2 sera le même, mais opposé par rapport à la normale. Et donc, vous allez avoir une réflexion de ce fameux rayon sur la surface polie. On dit qu'il y a réflexion de la lumière dans ce cas-là. On dit qu'il y a diffusion de la lumière dans ce cas-là. Si on n'a pas une surface qui est parfaitement polie, vous allez avoir un rayon incident et vous allez avoir un rayon réfléchi qui sera qui ne sera pas parfaitement dans l'axe de votre surface polie. On va parler maintenant de réfraction. Elle fait appel à une loi qui s'appelle la loi de Snell et Descartes, qui étaient deux philosophes physiciens, mathématiciens du XVIe siècle. Ils ont travaillé de manière indépendante, mais à peu près ensemble, d'un point de vue temporel, sur les comportements physiques de la lumière. Ils sont arrivés au même résultat, à peu près, enfin pas à peu près, ils sont arrivés au même résultat qui dit que un rayon incident au niveau d'une surface, donc un rayon incident, un rayon qui tombe sur une surface, un rayon lumineux, avec un angle θi pour incident par rapport à la normale, donc cet angle-là, avait tendance à être réfracté, enfin pas avait tendance, était réfracté lorsqu'il changeait de milieu, comme on l'a vu plus haut, le milieu suivant qu'il est, suivant ses propriétés, eh bien la vitesse au sein de ce milieu va changer sur un rapport de 1 à quelque chose, à un nombre de l'ordre de 1,5, 2, 3, enfin suivant le milieu, le 1 étant la référence du vide. Si on a un angle ici qui diminue, ça veut dire qu'on a un indice de réfraction n qui augmente. Donc la loi en elle-même, c'est quoi? C'est que le rapport entre les sinus de ces deux angles-là, donc sinus θi sur sinus θr, est le rapport entre l'indice de réfraction n ici divisé par l'indice de réfraction n ici. Donc il y a une inversion entre le sinus de cet angle-là et le sinus de cet angle-là, et l'indice de réfraction de ce milieu-là et de celui-là. Il faut savoir que l'angle de réfraction, ici, va varier en fonction de quoi? En fonction de la lumière qui va frapper cette surface. S'il s'agit d'une lumière blanche, donc d'une composition, d'une somme de toute une série de lumières différentes, allant du rouge au violet, eh bien, l'indice de réfraction ici va varier très légèrement, hein, mais il va varier tout de même. C'est ce qui va permettre, par la loi du prisme, via le prisme, que vous voyez ici, avec cette partie-là qui est transparente parce qu'évidemment c'est du verre et qu'elle est filtrée par l'écran vert que j'ai ici derrière moi, eh bien,
L'indice de réfraction étant légèrement différent, il va dévier un peu moins le rouge que l'indigo. Il va frapper la deuxième surface et ressortir de l'autre côté, reprendre sa vitesse initiale, mais de nouveau être réfracté, donc l'angle va être encore modifié. Donc on a ici un effet d'amplification de déviation qui sera différent en fonction de l'indice de réfraction du milieu ici au niveau du prisme. Il varie très légèrement et c'est pour ça qu'on a besoin de deux surfaces avec un angle différent pour pouvoir décomposer cette lumière, cette bande de lumière, cette lumière blanche en toute une série de lumières de couleurs différentes. Comme on a vu, si l'indice de réfraction d'un milieu 2 est supérieur à l'indice de réfraction dans le milieu 1, le rayon réfracté se rapproche de la normale, donc il va se rapprocher. Par contre, à l'inverse, si l'indice de réfraction est supérieur dans le milieu 1 que dans le milieu 2, là, c'est dans le milieu 2 que ça va se rapprocher. Si on considère qu'on passe d'un milieu plus réfractaire à un milieu moins réfractaire, par exemple de l'air, de l'eau, que vous avez une source qui se trouve ici cette fois-ci dans l'eau, votre milieu extérieur étant moins réfractaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre rayon va s'écarter de la normale. Donc, autrement dit, si on prend ce schéma, dès le moment où vous allez avoir ici un angle, et ici comme vous pouvez voir, vous avez un angle par défaut qui a tendance à s'écarter, à un moment donné, votre rayon va être suffisamment grand que pour avoir un rapport des sinus pour lequel le sinus devrait passer au-delà de 1. Or, comme vous savez, un sinus au-delà de 1, c'est pas tout à fait possible. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est qu'on entre à ce moment-là dans un système qui s'appelle dit à réflexion totale, où plus aucun rayon ne va sortir de l'environnement et tout va être réfléchi dans l'environnement étudié. C'est beaucoup plus facile à voir ici. Si vous avez votre source ici que vous mettez là, vous allez voir, vous allez avoir l'impression que votre rayon vient d'ici, vient de là, plutôt que de là. À un moment donné, vous allez arriver à un angle limite pour lequel tout va être retransmis à la surface. Pour terminer, vous aurez donc un rayon qui sera totalement réfléchi. Alors ceci peut être montré par cette petite expérience avec un prisme un peu particulier que vous avez ici, où vous avez un demi-cercle en verre avec une surface ici plane. Vous avez un rayon incident qui vient comme ceci, qui est, puisque vous avez dépassé cet angle limite, cette valeur va être totalement réfléchie et vous avez donc votre rayon qui va être renvoyé ici au niveau de votre élément. Donc, il n'y a rien qui sort de ce côté-ci. Par l'expérience, vous pouvez voir cela. L'autre exemple étant celui du poisson pour lequel que vous voyez ici dans l'eau à cet endroit-ci, alors qu'au départ, il est ici. Si vous augmentez la distance et que vous mettez au fond à la berge, qui est beaucoup plus loin, vous allez avoir alors le poisson qui, lui, sera dans un angle de vision qui aura dépassé cet angle limite, et vous ne le verrez plus. Même s'il est juste à la surface, vous ne verrez plus le poisson parce que l'angle avec lequel vous le regarderez sera trop incliné. Donc vous serez trop loin du poisson pour pouvoir le voir. Abordons maintenant la diffraction. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un faisceau lumineux qui est bloqué ici par un élément opaque, donc un mur, si vous percez un trou très fin ou très petit au niveau de cet obstacle, vous allez constater une transmission de l'onde lumineuse à travers ce petit trou sous cette forme-là. Plus le trou sera petit, plus les ondes transmises seront faibles. Plus elles sont grandes, plus vous allez avoir des rayons qui paraîtront parallèles et droits. L'exemple le plus simple est donné avec de l'eau.
puisque lorsque vous avez ici un bras de mer, avec un élément qui perturbe la vague, vous avez une vague longue qui vous paraît en fait infiniment longue et infiniment droite, vous faites un petit orifice ici, vous laissez, vous frappez avec cette vague qui vous paraît infiniment longue, ceci se comporte de nouveau comme une source de vague qui est comme l'équivalent de si vous aviez lancé une bille ou une pierre dans l'eau et que vous ayez ces petites ondelettes, ces petites vagues qui soient créées. Donc ceci sert de nouveau de source à une série de nouvelles vagues qui, elles, ne donnent plus l'impression, comme ici plus haut, d'être parallèles, mais d'être droites, pardon. Elles sont toutes parallèles, mais d'être droites, et donnent l'impression d'être plutôt arrondies. Et c'est le cas, elles sont arrondies. Et plus le trou est petit par rapport au trait d'onde qui arrive, plus vous allez avoir cet effet arrondi de la vaguelette. Pour terminer, on va parler de la polarisation. Qu'est-ce que c'est? Pour une lumière dite cohérente, plus exactement non. Justement, une lumière cohérente, c'est une lumière de type laser. On verra ça plus tard, mais on verra que le laser, justement, par défaut, est polarisé. Mais pour une lumière non polarisée, une lumière naturelle, une lumière blanche, hein, de la lumière du soleil, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un champ électrique et un champ magnétique qui sont orthogonaux, mais pour lequel la lumière est de manière aléatoire sur l'axe tourne de manière complètement aléatoire. Vous pouvez avoir un champ magnétique par moment qui est vertical, par moment qui est horizontal, par moment qui fait 45 degrés, 46 degrés, 47 degrés, etc. Et ce, sur tout le cercle trigonométrique. Le principe de polariser cette lumière, ça va être quoi? Ça va être de mettre un genre de super filtre. Donc, c'est quoi? En fait, c'est un filtre qui est composé de toute une série de formes très très minces. Les marques les plus connues, c'est Polaroid. Vous avez tous entendu cette marque-là un jour ou l'autre, je suppose. Ce sont ce fameux filtre que l'on met sur les lunettes solaires qui vous permettent de réduire fortement les rayons lumineux quand il y a trop de lumière. Donc ces super filtres, ce sont des super fentes qui arrivent au niveau, qui permettent de laisser passer le champ électrique et magnétique uniquement dans un sens. Donc elle arrive dans tous les sens et il y a juste celles qui arrivent de manière horizontale qui sont filtrées et qui sont passantes. Vous avez tous fait, je suppose, l'expérience un jour, si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer ce que ça donne, de prendre un verre Polaroid qui laisse passer donc la lumière de manière uniquement horizontale, grâce à ces petites fentes, et vous avez mis l'autre filtre, l'autre verre Polaroid, dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Si vous le mettez horizontalement, vous laissez passer les rayons, puisque vous filtrez la même chose d'affilée. Si vous le mettez à 90 degrés, là, vous filtrez dans un sens, vous filtrez dans l'autre, il n'y a évidemment plus rien qui passe. C'est pour ça que dans l'animation, vous voyez, là, ils sont tous les deux alignés, là, ils sont à orthogonaux, donc il y en a un à 90 degrés par rapport à l'autre, et plus aucune lumière ne passe à travers ce filtre. Un autre phénomène intéressant à aborder, il s'agit du monde de l'interférence. Qu'est-ce que ça va être? Si vous avez plusieurs ondes, deux ou plusieurs ondes, de même direction qui ont tendance à s'entrechoquer, c'est symbolisé ici dans le dessin par une paroi bloquante pour lequel vous avez fait deux petits trous. Vous allez avoir donc un des deux petits trous qui va se comporter comme une source, et un deuxième un peu plus loin qui va se comporter également comme une source, comme on a vu. Ça va faire un principe de vaguelette. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces petites vaguelettes, à certains endroits, quand vous avez une vague qui rencontre une autre vague un peu plus petite, elles vont avoir tendance à s'additionner si elles sont de même sens. Si elles sont de sens opposé, elles vont avoir tendance à s'annuler, voire à s'annuler, donc à être moins,
à s'opposer, on va dire. Donc s'il y en a une qui se renforce, si elles ont tendance à se renforcer, on appelle ça une interférence constructive, alors que si elles ont tendance à s'opposer et à s'annuler, c'est une interférence destructive. Donc dans le cadre d'une onde lumineuse visible, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un phénomène dit de frange, que l'on voit ici sur le dessin, qui commence à apparaître. Et sur votre écran, vous allez donc avoir cette impression de vagues, de franges, de bandes noires, blancs, clairs, obscurs, qui vont apparaître sur votre écran et qui sera l'addition de ces deux sources nouvelles que vous aurez créées grâce à une diffraction par deux fonds. Pour terminer, après avoir abordé tous les principes qui tournent autour de l'aspect ondulatoire de la lumière, nous allons maintenant aborder l'aspect corpusculaire d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, tout photon qui frappe un corps libère de l'énergie. Okay, donc la lumière qui est incidente sur un corps noir va libérer de l'énergie. C'est l'effet photoélectrique. Le principe est d'essayer maintenant de déterminer l'énergie de ce photon. Pour cela, on va devoir d'abord parler d'un autre physicien, un de plus, nobilisé une fois de plus, en 1918. C'est Max Planck. Il est à la base de la théorie de la mécanique quantique. Cette constante, enfin la constante dont on va avoir besoin, qui porte son nom, est en fait utilisée pour décrire la taille de ce qu'on appelle le quanta, donc l'unité de base de l'énergie quantique, donc de l'énergie liée au photon. Cette énergie, comme vous le voyez évidemment ici, et vous devez vous en douter, c'est évidemment assez simple à comprendre, elle est effectivement, comme elle est unitaire, elle est très faible. Donc elle vaut combien? Elle vaut 6,63 fois 10-34 joules fois seconde. C'est évidemment très faible. Ce photon que nous allons étudier, lorsqu'il va entrer en contact avec un corps noir, il va libérer cette énergie, oméga phi, et cette énergie sera proportionnelle à la constante de Planck, donc le H, et à la fréquence de l'onde électromagnétique sur laquelle se déplace ce petit photon. Maintenant, pour exprimer l'effet photoélectrique et l'énergie qui va permettre de faire circuler un courant au sein d'un conducteur, et ce courant sera généré par le fait que le photon ait suffisamment excité la matière pour en arracher des électrons. Pour ça, on exprime l'énergie dont on a besoin pour arracher cet électron sous la forme oméga I. Okay, c'est l'énergie de liaison de l'électron avec l'atome du récepteur. L'absorption du photon va donc provoquer la libération de l'électron. Pour qu'il y ait absorption, il faut donc que l'énergie incidente, l'oméga phi, soit supérieure au moins ou égale à l'énergie de libération de l'électron, oméga I. Alors je vais faire appel à votre mémoire de tout à l'heure, mais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a revu? C'est que la longueur d'onde était égale à la vitesse de la lumière sur la fréquence. Donc par un petit jeu mathématique, ici, on voit que la fréquence doit être plus grande ou égale à l'énergie de libération divisée par la constante de Planck. Et là, donc c'est une petite transformation de la formule qui se trouve ici. Si on ramène ça à la longueur d'onde, sur base de ce qu'on a ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez donc avoir la longueur d'onde qui devrait être inférieure ou égale à hc, donc la constante de Planck, fois la c, donc la vitesse de la lumière, divisé par l'énergie de libération de l'électron. On va donc pouvoir définir une longueur d'onde maximale, dite longueur de seuil, au-delà de laquelle il n'y aura plus de possibilité de libération des électrons au sein de la matière lorsque vous allez avoir une lumière qui va frapper, par exemple, une cellule photovoltaïque. Cette longueur d'onde seuil sera exprimée sous quelle base?
le HC sur oméga I. Ici se termine notre vidéo du jour. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va parler donc de la perception de la lumière à travers les objets et de la maladie, des maladies éventuelles de l'œil et de tout ce qui tourne autour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Passez une bonne journée.